Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques jours, International Crisis Group a rendu public un rapport dans lequel il dénonce les violences commises contre les manifestants pendant les mouvements du 22 septembre et du 1er octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec à la clé des dizaines de morts et pratiquement 100 blessés. L'ONG belge souligne également de graves violations des droits de l'homme et critique non seulement les mesures cosmétiques apportées par le gouvernement de la République face aux doléances des manifestants, mais surtout l'attitude passive, voire complaisante de la communauté internationale vis-à-vis du régime de Yaoundé. Faux et archi-faux a semblé retorquer le ministre de la Communication qui, dans une sortie récente, a dénoncé un réquisitoire à charge composé de faits et d'accusations non fondées, sans aucun fondement, a indiqué le ministre Issa Bakari. Un énième rapport à charge contre le Cameroun, venant d'une organisation non gouvernementale. N'y a-t-il pas finalement lieu de s'interroger sur la pertinence, voire le sérieux de ces rapports rendus publics par ces organisations non gouvernementales? Y a-t-il pas un complot de ces organisations de défense des droits de l'homme contre le Cameroun? Le gouvernement camerounais n'essaie-t-il pas de faire prévaloir la théorie de la victimisation pour, bien évidemment, braquer les populations du Cameroun contre ces organisations non gouvernementales occidentales dans un élan de nationalisme? Ces questions constitueront la toile de fond de cette émission de 237 débats. Merci, madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237, le débat ce soir, je vous propose de recevoir le professeur Kenye Foudouap. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Franck Duval. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Et je sais qu'ils seront très attentifs à ce que nous dirons dans le cours de notre émission. Merci, professeur Kenye, d'être venu. Vous êtes professeur des universités, professeur émérite des universités. Vous êtes à Yaoundé 1. Vous êtes en poste donc à l'université Yaoundé 1 et vous êtes ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Tchang. Et depuis 1993, vous êtes président du comité national de géographie. Je dois également préciser que depuis pratiquement 2000, je crois, vous êtes directeur de la revue Géographie du Cameroun et membre du comité d'évaluation de plusieurs revues scientifiques. J'aime bien préciser que vous êtes auteur d'une 60aine d'articles aujourd'hui. Je crois 22, 23, 24 livres précisément. Ça fait combien? 25 pour 25, être plus précis. Pour être précis. Oui. Et donc, celui que j'aime bien citer, c'est le Cameroun face aux défis de développement, atouts, obstacles et voies à suivre. Et j'ai envie de vous demander, professeur, si ce livre était réécrit aujourd'hui, peut-être que vous ajouteriez un paragraphe ou tout un chapitre sur la crise anglophone comme un obstacle sur le chemin vers l'émergence à l'horizon 2035. Oui, vraisemblablement, j'ajouterais un chapitre, pourquoi pas deux, à ce que d'aucuns appellent la crise anglophone et que moi, je qualifie de crise camerounaise parce que comme dans une famille, il y a un problème, on ne peut pas quand même imputer ça au fils ou au fils aîné ou au fils cadet. Généralement, c'est peut-être la famille qui est en crise. Je pense qu'il y a une crise au Cameroun et parler de crise anglophone, c'est comme si finalement ce problème ne concernait qu'une partie du Cameroun parce qu'il se trouve que de toute façon les revendications de nos frères de cette partie du pays. D'ailleurs, je dirais que depuis longtemps, j'ai proscrit le mot anglophone et francophone dans mon vocabulaire parce que quand dans notre pays on vous traite d'anglophone ou de francophone, ce n'est pas pour vous jeter les fleurs. Donc en fait, cette crise et dont le siège porte sur une partie, la partie sud-occidentale de notre pays, n'est pas une crise proprement anglophone, mais c'est une crise camerounaise. En tout cas, ce soir, nous proposons davantage de revenir sur ces rapports qui ont été rendus publics ces derniers temps par des organisations de défense des droits de l'homme. Pour essayer d'en comprendre le contenu, vous savez que le ministre de la Communication, réagissant à cela, a indiqué que ce rapport était un rapport à charge. D'ailleurs, cette organisation non gouvernementale, International Crisis Group, une ONG belge,
a fait l'objet donc d'un violent réquisitoire du ministre de la Communication au cours d'une récente sortie. Et donc, professeur, on reviendra avec vous donc dans le courant de cette émission sur l'analyse de cette question et surtout sur les solutions qui doivent être envisagées dans le sens de la résolution de cette crise-là. Merci donc d'être venu sur le plateau de Centre ce débat. J'ai introduit le professeur Albert Dikoumé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci aussi. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes historien, vous êtes enseignant donc d'histoire aujourd'hui à la retraite, même si vous continuez donc à exercer de façon, je vais dire, dans certaines institutions privées. Vous avez été pendant plusieurs années donc chef de département d'histoire à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé. Vous êtes également en politique, en tout cas, enfin, il y a quelques années, vous étiez en politique. En tout cas, merci donc au professeur Albert Dikoumé d'être venu sur ce plateau. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque avec vous cette crise-là, mais ce soir, on revient davantage sur ce rapport, en tout cas ces rapports qui sont rendus publics sur le Cameroun et qui sont considérés par le gouvernement comme étant une sorte de complot contre la République. Vous me direz ce que vous en pensez, peut-être l'analyse en revenant sur un certain nombre de faits historiques. Merci donc d'être venu sur ce plateau. J'introduis également... Le mien. Voilà, merci donc d'être venu. On recevra également sur ce plateau le docteur Frédéric Foka. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, vous travaillez beaucoup sur je vais dire sur les questions en rapport avec les droits de l'homme. Vous travaillez avec la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. En tout cas, vous apportez votre expertise dans ces commissions-là. Je crois également avec le barreau du Cameroun. Bref, vous enseignez les questions en rapport avec le droit international et vous comprenez de façon assez aisée ces questions en rapport avec justement la rédaction de ce type de documents concernant les droits de l'homme de façon globale dans notre pays. Et je dois également préciser que vous êtes enseignant-chercheur spécialiste au droit international et vous êtes directeur d'un centre de recherche a priori, c'est bien cela? Exactement. Voilà, et vous avez récemment donné pas mal d'interviews sur ces rapports ou bien sur la situation des droits de l'homme dans notre pays de façon globale. On reviendra donc avec vous sur cette question-là pour voir jusqu'où peuvent aller ces organisations internationales, notamment ces organisations auxquelles le Cameroun a adhéré, jusqu'où ces organisations peuvent impacter sur la capacité du Cameroun à régler cette crise-là dans les règles de l'art. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Puisque vous avez la parole, vous la gardez. Docteur Foka, lorsqu'on parcourt le dernier rapport, qui est celui qui visiblement fait le plus mal, puisqu'on a même appris que désormais cette ONG est interdite d'exercer au Cameroun, est-ce que c'est une décision qui vous surprend? Je salue une fois de plus tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Et je m'interroge un peu quand on parle de suspendre une ONG. Je crois que c'est la première question qu'on me posait. Ça m'étonne quand on parle de suspendre une ONG parce que il ne me souvient pas que le ministre de la Communication ait un quelconque pouvoir de sanction sur les ONG. Si c'est une ONG qui est enregistrée au Cameroun, je crois que la loi de 98 le dit clairement. Les ONG sont de la compétence du ministère de la décentralisation et de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ceci dit... Oui, mais si on considère que le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, parle au nom du gouvernement, est-ce que ceci ne peut pas justifier cela? Sauf que en droit, en fait, les actes sont écrits. On ne porte pas on porte, même si on porte la parole d'un gouvernement, il faut bien qu'il y ait un acte matériel qui soit posé. Donc, à partir de là, je m'inquiète un peu. Je m'inquiète un peu de certaines démarches ou bien de certaines dérives. Donc, il faut bien le dire. Mais ceci dit, j'ai lu le rapport en question et j'ai remarqué deux choses. La première chose, c'est que ce rapport ne dit pas des choses nouvelles.
En réalité, ce rapport présente un peu la situation sur la fameuse crise anglophone, c'est-à-dire fait l'historique de la crise anglophone, parle des causes de la crise anglophone, des conséquences et fait des recommandations. Donc ce n'est rien de surprenant pour un rapport. Sur le fond, ce sont des choses qui sont dites à longueur de journée sur les plateaux de télévision et de radio, donc rien de nouveau. Mais la deuxième chose que je note, et c'est peut-être cela qui a justifié la réprobation gouvernementale, c'est le ton de ce rapport, parce que il y a des éléments de langage en fait qui sont inquiétants dans ce rapport. On voit visiblement que il y a comme un vrai réquisitoire contre le gouvernement, avec des éléments de langage meurtre, brutalité, minorité, marginalisation. Donc tout cela, ça revient comme un peu pour montrer qu'il y a un gouvernement qui, face à des revendications pacifiques, est en train de répondre uniquement par la brutalité. Et je voudrais juste souligner pour sortir là-dessus que dans la plupart des éléments, en fait, les recommandations qui sont proposées ont pour la plupart été déjà suivies par le gouvernement camerounais, parce qu'il faut le dire, le rapport en fait a été publié en août. Avant même que les leaders du consortium, pour certains, ne soient libérés, et avant qu'un certain nombre d'actions n'aient été posées par le gouvernement. Donc, ça m'étonne un peu. Le gouvernement a suivi un certain nombre de recommandations. Peut-être pas de ce rapport, mais certains actes sont posés, et d'autres actes... Il y a un rapport le 2 août, il y a un autre rapport le 19 octobre. Pardon? Il y a un rapport le 2 août, et un autre rapport le 19 octobre. Et d'ailleurs, le ministre de la Communication a semblé indiquer dans son propos liminaire qu'il y a comme une sorte d'acharnement de cette ONG contre le Cameroun, qui en l'espace de quelques semaines a publié 2 rapports sur le Cameroun. Oui, mais le deuxième rapport n'est en rien différent. Le ton reste le même, les recommandations restent les mêmes, sauf que la dernière chose que je voulais soulever, c'est que je trouve quand même un peu déplacé pour la part d'une ONG d'intimer un certain nombre d'ordres à l'égard d'un gouvernement souverain, parce qu'il faut le dire aussi, parce que demander qu'il y ait un remaniement ministériel, commander le sens, ou bien quasiment indiquer les personnalités qui doivent figurer dans le remaniement, je trouve que c'est déplacé pour un rapport. Mais maintenant, ça n'enlève en rien qu'au fond, en fait, ce rapport parle des choses qui sont connues de tout le monde. Alors, quelle est l'analyse que vous avez, je veux dire, la première perception que vous avez eue en parcourant ce rapport, professeur Albert Dicomel? Bon, ce rapport ne répète que des faits qui sont dits à longueur de journée par les uns et les autres. L'Église catholique l'a dit, les évêques du nord-ouest, du sud-ouest ont tenu pratiquement le même langage. Je crois que Froundi a tenu le même langage. Bon, peut-être que c'est parce que c'est... Il est même allé un peu plus loin. Il est même allé plus loin en demandant que le président devrait être traduit devant la Coupe internationale. Et je n'ai pas vu la même réaction que j'allais qualifier d'épidermique. Parce que j'ai l'impression que ce problème a été traité de manière émotionnelle par le porte-parole du gouvernement. Face à un problème comme celui-là, je crois qu'il faut garder tête froide. Il faut garder tête froide. Il y a eu un certain nombre de mots, d'expressions qui ont été utilisés par le ministre de la Communication également, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Quand il parle de désinformation, volonté d'installer le chaos au Cameroun, au signe de déstabilisation. Moi, je crois que là, également, il utilise des expressions qui sont extrêmement fortes. Et je crois que nous traversons une période difficile. Le ministre de la Communication indique que avant ce rapport de l'International Crisis Group, il y a eu d'autres rapports semblables. Il a parlé, par exemple, du réseau des droits de l'homme en Afrique centrale. Et il y a eu d'autres rapports qui ont été rendus publics par Amnesty International, par Human Rights Watch et bien d'autres organisations. Et on a eu l'impression qu'il y avait comme une sorte de tir groupé de ces organisations contre le Cameroun. C'est peut-être ce qui amène le ministre de la Communication à être aussi
Bon, moi je crains qu'on ne soit en train de sombrer dans la manie de la persécution. Parler d'un tir groupé des ONG contre le Cameroun, on peut se poser une question. Est-ce que cela profite à ces ONG, n'est-ce pas, de salir le Cameroun? Donc, vous exagérez de parler de manœuvres de déstabilisation, des officines de déstabilisation. Des officines de déstabilisation. Nous sommes en train de jeter l'anathème sur tous ceux qui osent porter une critique contre le Cameroun. N'oubliez pas que le ministre de la Communication, au mois d'avril ou de mai de cette année, a eu la même réaction vis-à-vis de Jeune Afrique, hein, et en particulier de François Soudan, son éditorialiste. Donc ça devient une véritable manie, hein, de penser que tous ceux qui osent critiquer le Cameroun veulent la déstabilisation de notre pays. Encore une fois, je pense que devant cette crise, il faut y aller doucement. Il faut réfléchir avant de poser un certain nombre d'actes. On viendra tout à l'heure sur des mesures, bien sûr des voies qui sont proposées ça et là par rapport à cette crise-là. Pour ça qu'il y a une follow-up sur ce dernier rapport, parce qu'il y a eu d'autres rapports sur la situation sociopolitique, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis il y a eu celui-là qui visiblement a retenu beaucoup plus l'attention du gouvernement, et puis cette réaction, bon, que le professeur Albert Dikoumé qualifie d'épidémie. Quel est le sentiment que vous avez eu? Vous avez eu l'impression qu'il y a comme forme de persécution du gouvernement contre le gouvernement à partir, je veux dire, lancée par ces organisations? Je partage l'analyse qu'a faite de cette situation de mon collègue Albert Dikoumé, et que face à cette situation, il me semble bien que le gouvernement, par son porte-parole, devrait peut-être modérer ses propos et ne pas, comme on dit, rajouter de l'huile au feu. Parce que, comme le disait tout à l'heure le premier intervenant, interdire, et vous l'avez d'ailleurs dit dans votre propos liminaire, une ONG comme celle-là, et de manière ostensible et publique, je dis bien, quand on a autorisé cette ONG à exercer au Cameroun, on n'a pas pris le public à témoin. Et peut-être le jour où cette ONG gaffe, si vous me passez l'expression, subitement on monte au créneau publiquement dans les médias, on dit cette ONG est interdite de séjour ou d'exercice au Cameroun. Je crois que ça ne nous honore pas, et qu'il ne fallait pas que, de toute façon, sans vouloir donner des leçons, que notre gouvernement réagisse du tic au tac. D'autant plus que, comme le collègue Dikoumé l'a dit, ce n'était pas la première fois que finalement on s'en prend, si on peut parler de s'en prendre, au gouvernement du Cameroun. Et je dirais d'ailleurs que depuis fort longtemps, il y a eu un certain nombre d'événements, si on remonte le cours de l'histoire. Par exemple, les disparus, par exemple, de Bepanda. Il y a eu, au début des années 2000, avec le commandement opérationnel, voyez, des signes venus de l'extérieur, de la part, finalement, des journaux, et les Camerounais n'ont jamais eu, d'ailleurs, la vérité, n'ont jamais eu la vérité à propos de ça. Et que, face à une situation comme celle-là, le gouvernement devrait plutôt chercher à rétablir, finalement, la vérité. Et réagir de cette manière, c'est faire comme si, heureusement que le ministre, dans son propos, a dit que les Camerounais n'étaient pas dupes. Hein, dans une période de guerre médiatique, hein, le mot est de lui. De toute façon, chaque jour, dans la presse, sur Internet, voyez, les États se livrent une véritable guerre médiatique, dont c'est à chaque Camerounais de faire appel à son jugement critique, de multiplier à peu près ses sources d'informations pour voir où se trouve pour faire sa propre vérité. Donc il me semble bien que le gouvernement a réagi à travers son plan, un peu, comme on a dit, sur un coup de tête, sans avoir pris vraiment le recul nécessaire, et finalement il y a eu des situations semblables, il y en aura d'autres. Nous sommes à une période, voyez, critique, comme le collègue Dikoumé l'a dit, et il ne faut pas finalement que dans cette situation on puisse en rajouter, parce que le pays a beaucoup d'autres problèmes
à résoudre. Et je pense que, moi, ma philosophie, c'est que quand je dis, y compris même du mal d'un adversaire, je fais sa publicité. Et que je pense que le gouvernement a fait la publicité de cette ONG au point de dire, parce que le gouvernement aurait pu prendre une autre manière de traiter l'information, et le fait qu'on ait parlé de cette ONG, finalement, à grand bruit, à grande, finalement, vous voyez, il y a eu des déclarations à la télévision, etc. L'émission du ministre a été, si vous voulez, reproduite plusieurs fois. Moi, il me semble qu'il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Docteur Foka, sur le process, vous qui travaillez avec ces organisations, sur la rédaction des rapports, sur les descentes sur le terrain, qui débouchent très souvent donc sur ce type de rapport-là. Lorsque vous parcourez ce rapport, je prends le dernier, parce qu'on a bien indiqué qu'il y a d'autres rapports, est-ce que vous avez l'impression que le process en la matière a été respecté? Est-ce que cela répond au canon? Parce qu'effectivement, lorsqu'on écoute le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, il y a un problème sur la méthodologie. Je pense que chaque chercheur ou bien chaque rapporteur est libre de choisir sa méthodologie. Mais ce qu'on va noter dans ce rapport, c'est qu'ils ont choisi deux techniques de collecte de leurs informations. C'était d'un côté la recherche documentaire et de l'autre côté de mener des entretiens. Contrairement à certains autres qui préfèrent faire donc des descentes sur le terrain ou bien recueillir des témoignages ou bien pouvoir compiler un certain nombre d'informations. Mais comme ça a été le cas par exemple avec Amnesty International dans le rapport du 20 juillet dernier. Exactement, exactement. Et on se rend compte aussi que dans l'échantillonnage, en fait, ils ont fait une centaine d'entretiens qui, pour la plupart, faut le rappeler, étaient des entretiens qui étaient menés en fait hors des deux régions. Qui, pour la plupart de la centaine d'interviews, étaient menés hors des deux régions. Donc, à partir de là, on peut s'interroger sur la fiabilité des éléments. Vraiment, sur le plan purement technique, on peut s'interroger sur la fiabilité des éléments collectés. Est-ce que il ne s'agissait pas en fait là de rien de nouveau, c'est-à-dire d'une redite des autres rapports qui avaient déjà été faits? Mais maintenant, moi je pense que là où le bas blesse vraiment avec ce rapport, ce n'est pas tant que ça dans la méthodologie, parce que, comme je vous le dis, elle peut être critiquée, mais dans le fond, elle rappelle en fait un nombre d'éléments qui sont connus de tous. Pour moi, je rappelle encore que celui qui rapporte doit pouvoir s'abstenir d'aiguiller les lecteurs. Or, dans ce rapport, on voit clairement une intention manifeste d'amener le lecteur du rapport vers une certaine... Quel doit être l'objectif du rapport? L'objectif du rapport est simple, c'est-à-dire vous avez un certain nombre d'ONG qui agissent dans le domaine des droits de l'homme. L'intérêt de ces ONG, c'est la sauvegarde des droits de l'homme et donc la dénonciation des cas de violation des droits de l'homme. Dans le sens d'alerter. Bien entendu. Et de provoquer une modification des comportements, des attitudes dans le sens de la protection des droits de l'homme. Bien entendu, bien entendu. Sauf que, je vais vous dire que il est connu de tous dans le milieu. Même, ça fait même partie d'ailleurs des règles de procédure de certaines cours des droits de l'homme, qu'il est strictement interdit d'utiliser à l'égard des États des termes outrageants ou insultants. Donc il faut garder une certaine neutralité dans la restitution des faits, en disant voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on suggère comme recommandation. Lisez la plupart des rapports des organismes onusiens ou africains et vous verrez que c'est cela, c'est-à-dire on garde une certaine neutralité pour laisser le lecteur se faire son idée de ce qui est dit et donc les recommandations aussi sont neutres. Or manifestement dans ce rapport, et je pense que ce qui choque le gouvernement, c'est que il y a un certain nombre de termes qui sont utilisés qui sont clairement insultants à l'égard de l'État du Cameroun. Ça ne veut pas dire que le problème posé n'existe pas. C'est pour ça que je dis, malheureusement, ces éléments de langage ont dilué non seulement les problèmes posés, mais également la finalité du rapport. Ce qui fait qu'on se met là à discuter sur comment ça a été dit et non sur ce qui a été dit et qui reste un problème fondamental qu'il faut adresser. Parce que vous le savez, en tant que juriste, vous échangez avec des avocats au quotidien, ils vous disent que d'abord la forme
avant le fond. Et qu'à partir du moment où il y a des interrogations sur la présentation, sur la méthodologie, sur la manière dont les informations étaient collectées, il est fort probable qu'il y ait des problèmes sur l'analyse de fond. Le fait, si la méthodologie est problématique, si le process n'a pas été bon, s'il est discutable, et si, du point de vue scientifique, je veux dire, dans la collecte et puis dans le traitement, c'est qu'il y a un problème, est-ce que cela ne peut pas contribuer finalement à discréditer ce rapport? Je ne pense pas. Je vous ai dit, comme je vous ai dit, les éléments, manifestement, International Crisis Group rapporte des événements qui ont eu lieu. Est-ce qu'ils sont ceux qui les ont, c'est-à-dire, est-ce que ce sont ces éléments de première main? Je ne pense pas. Je pense que ce sont les éléments de seconde main. Maintenant, au niveau de la méthode d'analyse, je pense qu'il n'y a rien à redire sur la méthode d'analyse. Ils ont utilisé une analyse stratégique qui, moi, me paraît être satisfaisante. Mais je dis, sortons de ces carcans techniques pour rentrer dans le débat du fond. Le débat qui est posé dans ce rapport, comme dans les autres, c'est que il y a clairement un problème de gouvernance qu'il faut adresser. Oui. Et je pense que en embêtant les gens avec le débat technique sur les techniques de collecte, sur les techniques d'analyse, nous aussi faisons le jeu de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que tôt ou tard, et tôt, vraiment, il est déjà très tard, je pense, qu'il faut adresser à un moment donné les vrais problèmes. Parce que depuis là, on tourne autour du pot, alors qu'il y a un problème. Cette crise, on a commencé à dire qu'il n'y a pas de crise, finalement, on admet qu'il y a une crise. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, éliminer les éléments périphériques et adresser le vrai problème qui est un problème de gouvernance. Certains n'y ont pas intérêt et nous font gesticuler dans leur sens, malheureusement. Pour ça, le maître du commun, le docteur Foucault indique qu'il y a deux éléments qui ont retenu mon attention dans l'analyse qu'il vient de faire. D'abord, dans la façon de présenter les rapports. On ne doit pas utiliser les termes outrageants vis-à-vis des États. Bon, peut-être qu'il faut parcourir le rapport pour voir si effectivement il y a des termes outrageants. Peut-être il y a une expression qui est venue très souvent, parlant pour qualifier les mesures qui ont été apportées par le gouvernement aux doléances des populations de ces deux régions, des mesures qualifiées de cosmétiques. Il y a un deuxième élément qu'il a souligné, c'est que quelle que soit la technique de collecte, le plus important, c'est de voir le contenu du rapport et d'interroger la pertinence de ce contenu-là pour tirer les leçons du point de vue de la gouvernance de façon globale. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Oui, en partie. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord sur le ton qui a été utilisé par cette ONG. Bon, maintenant, moi je suis un historien et chez nous, les historiens, ce sont les faits qui sont importants. Est-ce que les faits qui sont reprochés au gouvernement sont avérés? C'est ça le problème. Le porte-parole du gouvernement dit que c'est pas vrai. Il dit que International Crisis Group n'a jamais opéré la moindre descente sur le terrain des événements, préféré faire sienne d'autres allégations tout aussi mensongères qu'inadmissibles, publiées par une autre ONG du reste peu crédible dénommée le Réseau des droits de l'homme en Afrique centrale. À ce jeu-là, aucune ONG ne saurait être crédible aux yeux de M. Chiroma. Parce que il ne s'agit pas seulement de ces deux ONG, il s'agit aussi d'Amnesty International, il s'agit de toutes ces ONG ont été décriées par M. Chiroma. Quelle que soit la méthodologie utilisée par ces ONG, ce qui nous intéresse, c'est ce sont les faits. Et ces faits, ce ne sont pas seulement ces ONG qui en ont parlé. J'ai dit tout à l'heure que l'Église catholique, l'épiscopat catholique, n'est-ce pas, est monté au créneau pour parler de la brutalité avec laquelle les gens ont été traités. Ils ont parlé de brutalité, usage irresponsable d'armes à la fois contre les civils non armés par les forces de défense et de sécurité. Et Foundi a parlé de répression massive. Donc, ce sont les mêmes termes qui ont été utilisés dans ce rapport. Bon, pourquoi l'anathème est-il jeté sur ces ONG? Est-ce que ces ONG veulent véritablement déstabiliser le Cameroun? Et pourquoi? Il faut se poser la question.
À qui profite le crime en déstabilisant le Cameroun? Qui pourrait être derrière ces ONG, comme semble le suggérer le ministre de la Communication? Bon, moi, j'ai l'impression que ce qui est en ce moment, de la part de M. Tiroma, c'est une tentative de musellement. On tape sur tout ce qui émet des critiques contre les agissements de ce gouvernement. Est-ce qu'on essaye de museler? Vous avez reçu la visite de M. Tiroma, qui a essayé de vous faire peur, comme il a essayé de faire peur à d'autres télés de la place. Vous avez l'impression qu'on a eu peur? Je ne sais pas si vous avez eu peur, mais je sais qu'il a essayé de vous faire peur. Il a dit qu'il allait fermer une certaine télévision si elle continuait à donner le micro à ceux qui étaient des sécessionnistes. On peut, n'est-ce pas, être contre les sécessionnistes. On peut être comme ceux qui suggèrent qu'aujourd'hui, il y a une fédération. On peut même être contre ceux, parce qu'il faut le dire également, aujourd'hui nous parlons beaucoup de décentralisation, de régionalisation, mais même ces termes étaient tabous il n'y a pas longtemps. La preuve, c'est que la loi a été prise en quelle année? En 1996, je crois. Nous sommes en 2017. Et c'est à petits pas, ou bien à dose homéopathique, que cette décentralisation ou cette régionalisation sont implémentées. On peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a une véritable volonté de décentralisation? Est-ce que ce n'est pas un petit groupe qui cherche à continuer à confisquer le pouvoir à Yaoundé? Et nous savons que ils se sont rendus à l'évidence que cela ne paye plus, cela ne peut plus donner des résultats. Cela provoque la colère. La colère, en ce moment, est dans cette partie du pays, mais elle peut se transporter ailleurs. Je ne le souhaite pas. Je ne le suggère pas non plus. Mais il faut qu'on laisse les régions gérer leurs affaires. Il ne faut pas que, pour construire la moindre rue, on soit obligé de rentrer à Yaoundé. Imaginez-vous des gens qui sont à Kousseri, qui sont à Makari, dans l'extrême nord, pour la moindre chose, parce qu'on est un fonctionnaire, parce qu'on a quelque chose en retard, il faut descendre à Yaoundé. À la longue, c'est lassant. Il faut donner le pouvoir aux régions. Et je crois que si on le fait, il y aura moins de crises dans notre pays. Alors, cela nous amène à amorcer véritablement l'analyse du contenu même de ces rapports, professeur Eken Foudop, parce que de façon globale, le problème qui est posé, c'est le problème de la gouvernance. C'est-à-dire qu'au-delà des recriminations qui sont faites, au-delà de la pertinence ou de l'inefficience des mesures qui sont annoncées ça et là par rapport à ce sujet-là, il s'agit de voir de façon précise comment améliorer la gouvernance de manière à ce que pour que la situation soit nettement plus facile, plus vivable pour ces populations-là. Est-ce que quand on parcourt ce rapport, on a le sentiment effectivement que les recommandations qui sont faites vont dans le sens de l'amélioration de cette gouvernance-là, ou bien il faut rester sur le sentiment qu'effectivement il y a comme un complot qui est ourdi contre le système dirigeant à Yaoundé? Le rapport attire l'attention sur un certain nombre de dysfonctionnements liés, bien entendu, à la manière dont les affaires publiques sont gérées dans notre pays. Et il faut bien d'ailleurs qu'on se pose la question pourquoi on en est arrivé là, justement. Comme le collègue Dikoumé le disait, il y a des problèmes, si vous voulez, de malgouvernance dans notre pays. Le problème est parti de quoi? On est parti d'une revendication, on pourrait même dire de type syndical, d'avocats, d'enseignants. Et puis parce que le gouvernement n'a pas réagi à temps, ben évidemment, le problème s'est radicalisé. Et
de ces revendications-là de type syndical, on est passé à des revendications de nature politique, avec par la suite ces récupérations sécessionnistes. Donc il y a un problème, ça il faut le dire, de gouvernance dans notre pays, de répartition, si vous voulez, des richesses, et dans une situation comme celle-là, parce que on peut même d'ailleurs estimer qu'on a utilisé des termes, d'ailleurs de génocide. Hein, on peut comprendre que de toute façon, quand une partie, voyez, de la population du pays se sent marginalisée, peut-être pour attirer l'attention, soit du reste de la communauté ou de la communauté internationale sur cette situation, elle a peut-être tendance à utiliser peut-être des termes qui vont faire peut-être réfléchir. Donc, vraisemblablement, il y a un problème, si vous voulez, de gouvernance, et vivement que l'on puisse passer aux actes. 96, la décentralisation est inscrite dans la loi fondamentale de notre pays. Nous sommes en 2017, c'est-à-dire pratiquement 21 ans après. Je suis de ceux qui pensent et qui disent que la vie n'attend pas. On peut, parce qu'il faut envisager la solution. Peut-être qu'on a laissé les situations pourrir, et peut-être qu'il faut maintenant envisager de faire toute une révolution pour arriver à mettre autour de la table, voyez, les différentes composantes, les partis en liste, les populations, le gouvernement, et peut-être aussi cette population, on parle toujours de société civile, mais il y a les groupes organisés, le clergé, qui, dans certains pays où il y a eu des problèmes, a réussi finalement à proposer la voie de sortie. Donc il y a un problème, ça c'est incontestable, de gouvernance dans notre pays, de gestion des affaires publiques, de répartition finalement des richesses, parce que le problème est là. D'ailleurs, le ministre, vous savez, quand on lui a posé la question, pourquoi cet acharnement selon lui, il estime que de toute façon, le Cameroun est un Eldorado, que le Cameroun regorge d'immenses ressources naturelles. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais quand des populations peut-être savent que de toute façon, il y a dans leur territoire, parce que quelqu'un disait un jour, si nous étions nés en Arabie Saoudite, c'est nous qui aurions le pétrole. Si des populations savent que de toute façon, il y a dans le sous-sol de leur région des ressources qui sont exploitées, elles attendent qu'il y ait quand même des retombées. Et ça, il y a un problème, à mon avis, de gouvernance. Bon, c'est vrai que, comme d'ailleurs disait le premier Camerounais, l'art est difficile et la critique facile, mais je pense que quand on a une population comme la nôtre, voyez, dotée de multiples compétences, compétences intellectuelles, compétences manuelles, on ne peut faire que finalement d'un pays comme le nôtre, un pays où il fait bon vivre. Mais malheureusement, toutes ces capacités managériales et entrepreneuriales ne sont pas toujours bien capitalisées par le pouvoir en place pour impulser finalement le développement de notre pays. Docteur Foucault, lorsqu'on parcourt ce rapport, on a le sentiment également que International Crisis Group reproche même aux partenaires internationaux du Cameroun de n'avoir pas pris la pleine mesure de cette affaire, de n'avoir pas apporté la réaction nécessaire. Est-ce que ce n'est pas, je veux dire, est-ce que cela peut se comprendre lorsqu'on sait que dans le principe des relations internationales, il y a quand même le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États? C'est un principe. Bien sûr, c'est un principe fort des relations internationales, mais il faut lire, je crois que c'est l'une des dernières lignes de ce rapport qui demande aux acteurs internationaux d'avoir un ton beaucoup plus ferme contre le Cameroun. Je crois que là, ça peut devenir, ça peut dire beaucoup de choses. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de dire deux choses sur ce qui est à retenir du rapport et qui sera intéressant en fait comme sujet. C'est, première des choses, il faut casser les monopoles. Deuxième chose, il faut camerouniser la vie sociale. Casser les monopoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie la façon dont la cité est gérée. Vous ne pouvez pas avoir des groupes ou des personnes qui ont le monopole de la production législative, le monopole de l'administration, le monopole de la production judiciaire et le monopole économique. Dans ce contexte-là, il est difficile pour les autres
notamment pour la masse, d'exister. Deuxième chose, il faut camerouniser la vie sociale. Camerouniser la vie sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en regardant cette fameuse crise, on revient en fait à un schisme du Cameroun avec K, où on se retrouve au lendemain de 19 et de 45, avec, surtout de 45 d'ailleurs, avec deux systèmes complètement différents, avec deux cultures héritées. Aujourd'hui, il faut poser le problème clairement de la camerounisation de l'école, la camerounisation de la justice. À partir de là, je pense qu'un certain nombre de problèmes seront réglés. Maintenant, pour revenir à votre propos, je pense que les partenaires internationaux agissent tous dans un esprit purement stratégique. C'est-à-dire que... En attendant de revenir sur cet élément, peut-être pour bien comprendre le sens de votre propos, quand vous parlez de casser le monopole, vous avez dit, vous faites allusion à quoi? À un véritable multipartisme? Vous faites allusion à quoi? Non. Il y a des monopoles partout. Il y a des monopoles. Vous parlez d'un véritable multipartisme. Mais même au niveau politique, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un monopole en fait de la vie politique. Non. Ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que on ne peut pas prospérer dans un État hyper centré. L'État, je le disais ici sur votre plateau le 1er octobre, l'État hyper centré, hypercentrisme unitaire a fait son temps en droit international et aujourd'hui est complètement en déliquescence partout. On ne peut pas prospérer lorsque tous les pouvoirs, je dis bien tous les pouvoirs, sont concentrés dans les mains d'un seul, fût-il un individu ou une collectivité. À partir de là, on crée des frustrations partout. Et la fameuse crise anglophone n'est que le symptôme en fait de cette élite-là qui s'est cloîtrée à Yaoundé et qui gère le pays donc à distance ou bien de façon télécommandée. Je pense que la décentralisation dans ce contexte est la solution ou bien le début de solution à ce problème. Donc, il faut arriver à casser ces monopoles. Casser les monopoles, parce qu'on a beau parler de l'hypercentrisme, mais il faut bien l'expliquer. Dans cet hypercentrisme, ce sont les mêmes qui légifèrent. Ce sont les mêmes qui tiennent l'appareil judiciaire. Ce sont les mêmes qui tiennent l'appareil administratif. Ce sont les mêmes qui tiennent la vie économique. Comment est-ce que vous voulez qu'on prospère ou bien qu'il y ait une quelconque redistribution dans ce contexte? Dans ce contexte, donc, on se rend bien compte que des frustrations vont naître. La crise anglophone, on en parle aujourd'hui, mais on a souvent tendance à oublier qu'on a eu une crise en 2008. Et la crise anglophone, en fait, n'est qu'une sectarisation de cette crise de 2008 qui, elle, était nationale et qui posait les mêmes problèmes. Les problèmes de ces Camerounais-là qui souffrent, qui ont faim, qui n'ont accès à rien, qui n'ont pas d'avenir, qui sont dans le brouillard complet. Donc, à un moment donné, si on ne veut pas répondre à ces préoccupations, on aura donc ces mouvements d'humeur qui naîtront un peu partout et malheureusement notre solution sera donc la même, c'est-à-dire que on crée le mal. Mais lorsque les gens en parlent, on a l'impression que c'est ceux qui en parlent qui créent le mal. C'est pour ça que je vous dis, le gouvernement a réussi à nous faire parler des symptômes et non de la maladie. Et donc depuis, tous nous parlons du pansement qu'on met sur la fracture et non de la fracture. Et on ne parle même pas de l'adéquation du pansement comme médicament ou bien comme remède à une fracture. À partir de là, le débat qu'on mène, pas ici sur ce plateau, mais je veux dire le débat qui est aujourd'hui dans la vie nationale est un débat qui est complètement erroné parce qu'on veut nous faire comprendre, nous faire croire que on est dans un pays de paix où rien ne s'est passé depuis un an, rien ne s'est passé depuis un an, et on a des complotistes qui viennent là et qui tentent d'agiter ou de raconter des choses. Non. Posons les vrais débats. Il y a un monopole qui est à Yaoundé. Personne ne peut le nier. Tout se passe. Regardez seulement la gestion de cette crise. Tant que le chef de l'État n'a pas dit « allez », personne ne part. Vous avez vu la dernière mission. Il a fallu, c'est-à-dire que vous avez donc des gens qui étaient là, qui étaient en attente, qui attendaient.
Et puis finalement, le chef de l'État leur dit allez dialoguer, et c'est là qu'ils partent dialoguer. Ça veut dire qu'on est arrivé à tout centraliser. Et dans ce contexte, il y a des gens, il y a bien sûr la grande masse, je vous dis la grande masse des Camerounais qui a l'impression qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est même pas camerounaise. Et ça peut pousser à toutes les formes de radicalisation. Je vous donne la parole tout à l'heure pour sur la question, sur la réaction des partenaires internationaux et ce qu'il faut attendre. Peut-être j'ai failli de l'extérieur par rapport à la gestion de cette crise, mais avant cela, ça rejoint l'analyse que vous faisiez, ça rejoint pratiquement l'analyse que vous faisiez tout à l'heure. Oui, nous sommes parfaitement d'accord. Que la décentralisation va être l'un des meilleurs leviers pour la résolution définitive, non seulement de cette crise anglophone, mais de toutes les questions d'intérêt national de façon globale. Je ne dis pas que la décentralisation va tout résoudre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Seulement, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une situation de blocage. Le Cameroun est bloqué, même si certains pensent que le Cameroun avance à grande enjambée. Et s'il est bloqué, il faut se demander pourquoi il est bloqué. Et moi, je pense qu'il est bloqué parce que le pouvoir est confisqué par un petit nombre de gens à Yaoundé. Ce sont ces gens qui donnent le là. Et parmi ces gens, il y en a beaucoup qui ne veulent pas réfléchir, qui refusent de réfléchir, qui veulent tout simplement appliquer ce que dit le chef. Si le chef leur dit, moi je me rappelle, à un moment donné à Yaoundé, les gens sont descendus pour marcher contre le multipartisme. Ils sont descendus, ils ont marché contre le multipartisme. En soutenant le président de la République. Quelques mois plus tard, on leur demande de se préparer à la concurrence et ils marchent. Une fois de plus, à ce moment-là, ils sont pour le multipartisme. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'il est temps d'agir en adulte. Il faut que nous agissions en adulte. Parce que lorsque je vois le président de la République revenir au Cameroun et tous ces militants se précipiter à l'aéroport, certains tenaient des propos comme s'il s'agissait d'une vision de fin du monde. Et c'est justement ça. Les gens veulent nous faire croire que nous sommes dans une situation où ça passe ou ça casse. Soit on accepte ce qui est proposé, soit c'est la fin du monde. Non. J'ai dit qu'il faudrait présenter les choses de manière moins épidermique, plus responsable. Nous sommes dans un pays qui appartient à tous les Camerounais. Il n'y a pas de gens qui sont plus Camerounais que d'autres, même s'ils occupent des postes de responsabilité au sein du gouvernement. Il ne faut pas qu'ils nous fassent croire, qu'ils croient que voir des vessies, prendre des vessies pour des lanternes. Il y a chez les Camerounais une faculté d'analyse, une grande faculté de jugement, un sens du discernement. Et les Camerounais sont capables de voir, de discerner ce qui est vrai. Il ne faut donc pas leur bourrer le crâne. Oui, parce que j'ai l'impression également que... Les Camerounais ne sont pas dupes. J'ai l'impression également que certains se comportent en chef de tribu de bourreurs de crâne. N'est-ce pas? Il ne faut pas trop mentir aux Camerounais. C'est pas bien. J'ai dit tout à l'heure que il y avait des imprécateurs. Et ces imprécateurs, n'est-ce pas, tiennent des propos qui appellent le malheur sur le Cameroun. Nous ne voulons pas le malheur du Cameroun. Et il ne faut pas stigmatiser certains Camerounais.
ce n'est pas parce que X ou Y parle de la décentralisation, parle de la régionalisation, parle même à la limite de fédéralisme qu'il est un ennemi du Cameroun. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Maintenant, les autres ont aussi le droit de nous opposer ce qu'ils pensent. Et on se met autour d'une table pour discuter et voir exactement quelle est la formule meilleure à adopter. Professeur Keïé, sur cette, je vais dire dans ce sillage-là, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de la communauté internationale par rapport à la gestion de cette crise-là? En parcourant le rapport, on a eu l'impression qu'il y a comme une sorte de passivité de cette communauté internationale qui visiblement ne veut pas froisser le Cameroun ou l'armée camerounaise qui est déjà engagée dans la lutte contre Boko Haram, dans une sous-région, dit-on, pratiquement volatile. Est-ce que ce contexte-là peut justifier qu'effectivement, qu'on ne voit pas ces partenaires internationaux prendre position de façon ferme par rapport à cette crise-là et dire les choses comme elles devraient être dites? Moi, je crois que pour se tourner vers la communauté internationale, il faudrait d'abord avoir épuisé toutes les voies de solution nationales ou locales. Et je ne pense pas qu'on ait d'ailleurs épuisé toutes ces solutions-là. Le dialogue national qui s'impose n'a pas encore eu lieu. Parce que quand le gouvernement doit envoyer quelques membres, peut-être qu'on peut toujours dire qu'ils sont représentatifs de ce gouvernement, discuter avec un noyau ceux qui se sont agités, et on sait bien d'ailleurs que la situation s'est envenimée, parce que ceux qui s'étaient prêtés à ce jeu-là, on les a pratiquement pris et mis en prison. Moi, je crois que dans un premier temps, avant de se tourner vers l'extérieur, il faut qu'on ait cherché à épuiser toutes ces voies-là. D'abord ce dialogue. Et quand on parle même d'ailleurs de la décentralisation, cette décentralisation, telle qu'elle est inscrite dans la loi fondamentale de 1996, n'est pas une bonne décentralisation. Parce qu'on parle d'ailleurs de décentralisation et de déconcentration. Parce que dans ce qui est inscrit dans la loi de 1996, quand bien même les régions auraient élu peut-être leur gouverneur, il y aura toujours un représentant quand même de l'État nommé depuis quand même Yaoundé. Donc il faut déjà, si on met en place cette décentralisation, et je crains que demain, de toute façon, le gouvernement n'opte, après avoir longtemps hésité à mettre en œuvre cette décentralisation, dise, bon, puisqu'il faut peut-être cette décentralisation, on la donne. Comme on a vu à un moment, lorsqu'on a élu des maires de l'opposition dans ce pays à un moment, on ne leur a pas donné les moyens de travailler. Des maires SDF ou des maires peut-être de l'UDC. De toute façon, le gouvernement central n'a plus à envoyer la quote-part du budget qu'il devait envoyer en leur disant « vous avez voulu cela ». Moi, il me semble bien que lorsque dans une famille, c'est pour ça que tout à l'heure... Sur cette affaire de décentralisation, peut-être pour vous refermer la parenthèse avant d'avancer, donc vous semblez indiquer que le modèle de décentralisation tel que cela est proposé par la loi de 96 n'est forcément pas la meilleure. Elle n'est pas la meilleure. Parce que c'est comme on dit chez nous, vous vendez peut-être la chèvre, mais vous tenez la corde. Vous tenez la corde. Non, de toute façon, quand on a quelqu'un qui vient, bon, bien sûr, c'est vrai que l'État peut contrôler. Vous faites allusion donc à cette, on va dire, à cette double administration. Absolument. À la tête des régions, oui, parce que quand on la lit, je pense que le collègue et les autres sont d'accord là-dessus. On dit bien, vous élisez, mais oui, à peu près comme le délégué du gouvernement. Du côté régional. Voilà, à côté, il y a un gouverneur qui est désigné et qui, en cas d'égalité, peut-être sa voix compte double. Donc finalement... Mais ils ont justifié ça, professeur, en indiquant que celui qui est désigné par le président de la République a vocation justement à veiller aux intérêts de l'État, de la nation de façon globale, alors que les autres travaillent dans le sens de la protection des intérêts des régions. Écoutez, comme on l'a dit, le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Et comme les collègues l'ont dit, les Camerounais aiment bien leur pays. Et je pense que si nous n'étions patients, il ne faut pas agiter, si vous voulez, la paume de la discorde. Je pense que cette manière de faire, comme si finalement il y avait des Camerounais meilleurs que d'autres de toute façon.
c'est le même pays. C'est le même pays. Non, je retiens votre analyse qu'il faut d'abord épuiser toutes les voies sur le plan national. Sur le plan national, le fameux dialogue, voyez, avec un certain nombre de composantes. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres de Dupis dans notre pays, la fameuse tripartite, qui réunissait l'opposition, la société civile et le pouvoir en place, mais de toute façon avec des groupes, parce que la population nationale est faite, si vous voulez, d'un ensemble, si vous voulez, de personnes ressources, de personnes morales, vous comprenez, des chefs traditionnels, qui est finalement un dialogue national, qu'on épuise d'abord toutes ces voies-là, avant peut-être d'en appeler à la communauté internationale. Mais c'est vrai que si on attend que la situation pourrisse, il faudrait qu'un jour, on se tourne vers cette médiation internationale. Mais je pense que, comme le collègue l'a dit, le Cameroun a des êtres qui peuvent, si vous voulez, face à une crise, trouver finalement les solutions qui s'imposent. Nous avons des valeurs dans notre pays qui peuvent faire à ça, vous comprenez. J'ai vu par exemple que pour certaines choses, on ouvrait peut-être les boîtes à idées. On ouvre les boîtes à idées, les idées viennent de partout, et puis le gouvernement qui a cette, vous voyez, fonction de régenter, de diriger, prend tout ça et organise finalement ce débat, parce qu'il y a eu finalement, déjà, il y a quelques années, on voit à peu près comment on a résolu le problème de l'université de Maroua, lorsque finalement les gens du Nord ont revendiqué comme quoi ils n'avaient pas suffisamment d'enseignants. Vous voyez, pour le concours, on a pris pratiquement tous les originaires du Nord. Vous comprenez, c'est comme il l'a dit tout à l'heure, il y a ce problème qui est né là-bas, il y a eu 2008. Je pense que finalement, il faudrait bien que le gouvernement fasse très très attention. Je ne veux vraiment pas céder à cette tentation qui consiste à faire du catastrophisme. J'ai bien l'impression, comme quelqu'un le disait, que le Cameroun est une sorte de volcan endormi. Il faut qu'on fasse très attention. Docteur Foka, cette alerte-là, vous la prenez à votre compte, parce que dans une récente sortie, vous avez indiqué qu'on n'est pas encore fondamentalement dans une situation de crise interne et qu'il faut certes éviter que la crise anglophone ne se transforme en un conflit armé. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, des indicateurs de ce que la situation risque de passer au rouge? Non, rétablissons d'abord le contexte dans lequel j'avais fait cette déclaration. On m'avait posé la question, est-ce que les événements du 22 septembre et du 1er octobre pouvaient être qualifiés de conflit armé interne? Et j'avais dit non. On n'est pas encore dans ce qui peut être catégorisé comme conflit armé interne. On est encore dans une situation de trouble et de tension interne au regard, et c'était la question qui m'était posée, au regard du droit international humanitaire. Et puisqu'on n'a pas encore deux armées clairement identifiées qui s'affrontent. Voilà. Mais il faut dire que la situation depuis un an continue à pourrir et à échapper même aux différents acteurs. Vous voyez aujourd'hui les premiers acteurs, c'est-à-dire que le consortium, les enseignants sont aujourd'hui complètement dépassés eux-mêmes par la crise. Face au nouveau groupe qui a émergé, qui prône clairement la sécession. Vous aviez des gens qui hier faisaient des revendications corporatistes. Ensuite, on a glissé vers la revendication sur la décentralisation dont personne ne voulait entendre parler, surtout par le gouvernement, et puis on a poussé vers le fédéralisme, et puis certains ont joué vers la sécession. Moi, ce que je crains, et c'est ce que je disais à votre collègue à l'époque, c'est que ce que je crains, c'est que à force de radicalisation, on arrive dans ce type de configuration. C'est à craindre. C'est à craindre parce que quand vous avez des gens qui sont désespérés ou bien qui ont l'impression de ne pas être écoutés, ils peuvent être séduits par tous les chants de sirène. Et disons-le clairement, et là je ne veux pas me faire le chantre de la complotite, comme certains, disons-le clairement, le Cameroun est un pays qui suscite des convoitises. Il n'est pas exclu que des groupes pour des intérêts
sur les ressources naturelles ou autres ait envie de financer des mouvements armés. Donc, il faut craindre cela. C'est pour ça que je dis qu'il est temps de poser les vraies questions, poser les bonnes réponses, trouver de nouveaux acteurs, surtout cela. Parce que tous les acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans la résolution de la crise sont les acteurs qui sont décrédibilisés hier, non seulement en niant l'existence d'une crise, mais également en montant au créneau avec des actes provocateurs. À partir de là, ils se sont complètement décrédibilisés. Vous ne pouvez pas donc leur demander aujourd'hui de venir négocier alors qu'il n'y a pas de confiance entre eux et ceux qui portaient le mouvement de revendication. Pourquoi avons-nous peur? C'est la question que j'ai envie de me poser. Et de quoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur de renouveler la classe politique? On ne peut pas voir les mêmes gens sur 30, 40 années. À un moment donné, il faut penser qu'il y a d'autres Camerounais qui peuvent apporter, compte tenu de leur expérience, de nouveaux types de solutions. Surtout que ceux qui sont aux affaires ont à plusieurs reprises démontré leur incapacité à trouver des solutions. Parce qu'il faut le dire clairement. On parlait tout à l'heure de cette solution-là avec l'université de Maroua. C'est que chaque fois, on trouve c'est-à-dire, je me demande où est-ce qu'on les trouve, ces idées, mais ça ne répond pas à la crise. Vous voyez, quand on vous demande qu'est-ce qui a été fait pour résoudre la crise anglophone, on dit on a créé une section Common Law à l'INAM. Ça résout quoi? Ça résout rien. Qu'est-ce qu'on a fait après 2008? On a créé la MIRAP, qui vend souvent des régimes de plantains en bordure de route. Mais ça résout quoi? Ça résout pas le problème fondamental de la faim. Parce que ce problème demeure. Les Camerounais ont faim. Les Camerounais ont soif. Parce que regardez, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Tout à l'heure, on discutait en off et on parlait bien de ces Camerounais-là qui s'installent et qui attendent en fait que les commodités arrivent, si elles arrivent. Les Camerounais n'ont pas de route. Vous avez vu la semaine passée, les accidents qu'il y a eu sur la route, ils étaient dus en grande partie à l'état de la route. Donc, à partir de là, moi je pense toujours que si on se pose les bonnes questions, on trouvera les bonnes réponses. Mais beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui nous dirigent ont à plusieurs reprises montré leur incapacité à trouver des solutions innovantes aux problèmes qui se posent. Donc pour vous, il y a une nécessité de renouvellement de la classe politique? Bien entendu. Okay. Vous savez, si vous êtes appelé à faire la même chose pendant 30 ans, après, à un moment donné, ça devient routinier et vous n'inventez plus rien. Il y a la sclérose qui s'installe. Forcément. Mais sur la question du rôle des partenaires internationaux, de façon précise, on peut attendre quoi? Au-delà des solutions internes, par exemple sur la piste proposée par le professeur Kenyé, ou encore sur qu'est-ce qu'il faut attendre des partenaires internationaux? Est-ce que les mesures, les recommandations qui sont faites, par exemple par l'International Crisis Group, de votre point de vue, sont possibles? Je pense qu'on ne peut rien attendre de ces partenaires. À la limite, on peut attendre un accompagnement dans le dialogue. Encore faudrait-il que le dialogue n'ait pas réussi au plan national. Mais on ne peut rien attendre. Rappelez-vous que au début de cette crise, contrairement à ce que International Crisis Group dit, au début de cette crise, les partenaires internationaux sont montés au créneau pour condamner un certain nombre de solutions ou bien de mesures qui avaient été prises par le gouvernement. Mais le contexte international a forcé ces partenaires à avoir un ton différent. Et par contexte international, je veux parler de quoi? De la fameuse indépendance du Kurdistan irakien, de la fameuse indépendance ou bien la crise indépendantiste en Catalogne. Et vous savez que dans ces situations-là, ces partenaires étaient obligés d'adopter une certaine position. On a vu l'Union européenne, qui a clairement dit qu'elle ne reconnaîtra jamais la Catalogne et que la Catalogne ne sera d'ailleurs, même s'il advenait qu'elle était indépendante, elle ne sera pas intégrée dans l'Union européenne. Donc, dans le même temps, il est difficile de tenir ce discours en Catalogne, de tenir le même type de discours au Kurdistan et de tenir un discours contraire au Cameroun. En réalité, la situation internationale a fragilisé les pressions qui pouvaient être mises sur le Cameroun. À partir de là,
qu'est-ce qu'on peut attendre? Mais on peut attendre juste ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire des communiqués qui demandent à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Mais la solution viendra de nous, parce que nous aimons tous le Cameroun et nous avons au Cameroun les ressources humaines nécessaires pour conduire ce dialogue et trouver des solutions. Encore faut-il que ceux qui nous dirigent soient prêts à lâcher du lest. Parce qu'en réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, se joue dans cette crise les positions des gens. En fait, ce n'est pas le Cameroun qui est menacé. C'est les positions individuelles de certaines personnes qui sont menacées. Il faut le dire. Et donc, certains se disent, si on rentre dans un débat franc, mais on perdra. Regardez, l'une des recommandations de International Crisis Group, c'est quoi? C'est de faire un remaniement ministériel et un remaniement administratif pour inclure des personnalités qui représenteraient mieux la base. Parce qu'on a clairement vu aussi dans cette crise qu'il y a nettement une cassure entre les masses et leurs élites. Les masses ont clairement vomi leurs élites. On l'a vu sur des images. Donc, ces personnes ont peur que, en adoptant ce type de recommandations, mais qu'on remette en cause leur position. Il ne se joue pas l'avenir du Cameroun dans cette crise. Il se joue l'avenir de certains. Les intérêts de certains individus. Alors pour ça, du coup, même vu sous cet angle-là, on ne sera pas sorti de l'auberge, puisqu'au finish, le problème anglophone, pour reprendre les termes du docteur Foucault tout à l'heure, ce n'est pas un problème de remaniement du gouvernement, dans lequel on ferait entrer peut-être un certain nombre de personnes qui représenteraient un certain nombre d'intérêts. On aurait eu le sentiment peut-être que finalement, le problème qui est posé est un problème de remaniement ou de poste ou de pouvoir. La question est beaucoup plus complexe que cela. Bon, mais moi je crois qu'il ne s'agit pas de poser un cataplasme pas sur une jambe en bois. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a des problèmes réels, véritables qui se posent. Regardons-nous droit dans les yeux et distinguons ces problèmes. Parce qu'il y a une manie chez les Camerounais de ne pas résoudre les problèmes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je souffre de telle maladie. Mais c'est pas cette maladie qu'on occulte, qu'on ausculte et qu'on traite. On traite autre chose. Cela signifie que je vais garder ma maladie. Il y a une crise. Nous avons tous dit qu'il y a une crise anglophone, c'est vrai, même si nous ne voulons pas utiliser ces propos. Mais il y a une crise camerounaise d'abord. Il y a une crise camerounaise. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans ces deux provinces, dans ces deux régions du Cameroun. Nous sommes tous concernés et il s'agit de ne plus se voiler la face, de toucher là où il fait mal, de bien cerner les vrais problèmes qui se posent aux Camerounais. Mes collègues l'ont dit, l'ont dit largement. Il y a un mal-vivre, il y a un malaise. Ce malaise est réel, il est véritable. Peut-être que il s'est révélé de manière plus flagrante dans ces deux régions. Mais il peut aussi couver dans les autres régions. Maintenant, il est temps de cesser d'apporter des solutions qui ne peuvent durer que le temps d'une saison. Il est temps, parce que le Cameroun doit avancer. Vous avez parlé tout à l'heure de nos amis, ce qu'ils peuvent apporter au Cameroun. Nous avons tendance à trop compter sur l'extérieur. Nous avons tendance à penser que le ton doit être donné à Paris, ou à Londres, ou à New York. Et nous suivons. C'est notre pays qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Pour une fois, arrêtons de jouer.
Hein? Arrêtons de jouer, asseyons-nous. Bon, peut-être que moi je suis trop vieux. Mais faisons asseoir des Camerounais qui ont envie que leur Cameroun vive, que leur pays vive, qu'on trouve des solutions à leurs problèmes et qu'ils discutent véritablement, sans que certains se croient supérieurs aux autres. Parce qu'il y a aussi ça. Parce que vous occupez une position de pouvoir, d'emblée vous croyez que vous êtes supérieur aux autres Camerounais. Et vous ne pouvez pas descendre de votre piédestal pour discuter avec les autres. Arrêtons ce jeu. Nous sommes tous des Camerounais. Asseyons-nous autour d'une table et discutons, échangeons, trouvons des solutions véritables aux problèmes qui se posent. Il y a des questions qui se posent, mais si elles sont mal posées, parce que c'est ça le problème, c'est ça également le danger. Si tout le monde le sait, même pour une dissertation ou pour une thèse, s'il y a un mauvais questionnement, il y aura forcément des solutions qui ne seront pas idoines. C'est très important. Il ne faut pas délaisser les bonnes questions pour poser des questions périphériques qui ne servent pas à grand-chose. Pour ce Kenyé, il y a un élément sur lequel visiblement tout le monde semble être d'accord en termes d'approche par rapport à la résolution de cette crise-là. Tout le monde a parlé de dialogue inclusif. C'est venu de partout, des chancelleries, c'est venu du gouvernement, c'est venu des acteurs de la crise, et ainsi de suite. Mais maintenant, il semble que sur le modus operandi, il y a un problème. De votre point de vue, comment est-ce que cela devrait s'organiser? Il y a une autre mission des élites désignées par le gouvernement qui est reparti dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour échanger avec les chefs traditionnels, les populations, pour essayer, dans une seconde mission, donc, de résoudre définitivement cette question. Il y a eu avant cela des missions qui ont été envoyées à l'extérieur du Cameroun pour échanger avec les Camerounais de la diaspora et échanger avec d'autres représentations diplomatiques pour voir comment il fallait trouver des solutions à cette affaire-là. Mais, visiblement, on se heurtait à d'autres difficultés. Les acteurs, pour certains, ont estimé que l'une des conditions nécessaires à ce dialogue-là était la libération, par exemple, des personnes qui ont été arrêtées, interpellées dans le cadre de cette crise-là. Il y a l'honorable Lurba, député SDF, qui, dans une lettre qu'il vient d'adresser aux Nations Unies, estime qu'il y a 122 personnes qui ont été tuées dans les mouvements dans ces régions-là, 150 disparus, 1894 personnes qui ont été blessées soit par balle, soit par des actes de torture, ainsi de suite. Et il parle de 16 000 personnes, je crois, déplacées. Bon, c'est un chiffre qui qui correspond à peu près à ce qu'a indiqué le bureau des Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Est-ce que tous ces éléments-là n'expliquent pas la difficulté, est-ce que ce n'est pas à ce niveau où se trouve le point d'achoppement dans, dans les échanges qui sont initiés dans le sens de résoudre cette crise-là? Est-ce qu'il ne faut pas, comme le professeur Albert Dikoum indiquait, regarder froidement cette question-là et apporter des solutions pour déclencher peut-être finalement le dialogue national? C'est vrai que personne ne saura jamais le nombre de morts qu'il y a eu, voyez, au plus fort finalement de cette crise, puisqu'on n'en est pas encore sorti. On peut reconnaître que le mal a été fait, parce qu'on dit souvent, quand dans une famille, le deuil vient à frapper un membre, les autres doivent peut-être serrer les rangs et continuer la marche. À mon avis, il faut plutôt chercher à voir ce que l'on fait. Parce que cela a été déjà dit par mes deux collègues, et surtout mon collègue de droite. Ceux qui ont été, si vous voulez, désignés pour aller discuter avec ce qu'on peut appeler la partie adverse, c'est-à-dire ceux qui font des revendications. Nos compatriotes des régions
du sud-ouest et du nord-ouest, évidemment, ce sont peut-être les mêmes qui sont aux commandes depuis de longues années, dont on connaît à peu près, si vous voulez, les positions, qui veulent absolument conserver leur poste. Mais il faut peut-être, dans le petit cadre de ce dialogue-là, parce qu'il y a quand même des corporations, d'ailleurs en commençant peut-être par les sauveteurs, qui font quand même vivre le pays. Tous ces Bayam Salam, le corps des enseignants, le corps, si vous voulez, des chefs traditionnels, organisés. Vous savez, à un moment dans ce pays, on a parlé de conférence nationale souveraine, peut-être en attendant que ce soit le chef du pays qui l'organise. Moi, à l'époque, je m'étais dit qu'il aurait fallu qu'à ce moment-là, que chaque corps de métier organisât, si vous voulez, sa conférence nationale souveraine, quitte finalement à déposer les conclusions de cette conférence sur la table du premier du Camerounais. Donc peut-être demander aux différents corps qu'on profite finalement de cette crise. Un large débat, professeur Kegui. Un large peut-être débat national, un large dialogue, peut-être commencer, parce que de toute façon, l'avenir du pays, il tient. Ça prendra peut-être beaucoup de temps. Quand on prépare les élections, on voit tout ce que ça prend comme mobilisation. On sait que pendant la période qui précède, surtout les élections présidentielles, les fonctionnaires abandonnent, tous ceux qui sont finalement des grands responsables abandonnent leur poste pendant des mois et des mois. On peut, si vous voulez, si on veut arriver à gommer, vous voyez, tous ces particularismes régionaux, il y en aura toujours, mais si vous voulez cicatriser ces grandes plaies, et elles existent, parce que ceux du parti nord-ouest ont leurs griefs, comme ceux du littoral ont leurs griefs, comme ceux de l'ouest ont leurs griefs, comme ceux du nord ou de l'est ont leurs griefs. Quand on lit la presse, on voit d'ailleurs que dans l'est, tout récemment, les élus de la région se sont réunis pour dire vivement cette décentralisation. Donc, il s'impose un dialogue national, et peut-être qu'on pourrait, pourquoi pas. Vous savez, lorsque des partis sont en liste, en matière d'élection, on parle, si vous voulez, de commission électorale indépendante, qui n'est inférieure ni au pouvoir ni à l'opposition. Peut-être que dans cette situation, le pouvoir en place, tout en conservant encore son rôle de regard, peut confier finalement la résolution finalement de cette crise. À un moment, on a pensé peut-être au clergé. Si c'est peut-être les chefs traditionnels, qu'on n'a qu'à dire, encore qu'on voit bien que dans notre pays, les chefferies traditionnelles sont inféodées, si vous voulez, au pouvoir, mais qui sont des auxiliaires, mais peut-être, vous savez, on ne va quand même pas faire, vous comprenez, comme on voit dans les loteries, dire on va balancer pour voir qui pourrait être une sorte de président de cette commission qui organiserait finalement ce dialogue. Mais de toute façon, comme le pouvoir est là, le pouvoir en place peut encore se rattraper, et peut-être que les dirigeants qui passeront la main demain peuvent se rattraper en disant au soir quand même de notre vie sur Terre, nous avons fait quelque chose. Mais on a quand même l'impression que la plupart de ceux qui sont là, à voir comment ils se comportent, ils se disent après nous le déluge. Docteur Foucault, sur la médiation ou l'intermédiation, je ne sais pas finalement ce qu'il faut dire, il y a eu des propositions qui ont été faites sur le plan national. Beaucoup ont proposé, enfin, il y a des exemples ou des indications qui ont été données, par exemple le clergé, il y a des noms qui ont été cités. Dans le rapport que nous sommes en train de décrypter, on a parlé du bureau Afrique centrale de l'ONU ou même encore de l'Union africaine. Est-ce que ce sont des pistes qui, de votre point de vue, sont recommandables? Comme je vous le dis, je suis toujours un peu sceptique, voilà, quand on parle de médiation en invoquant des acteurs internationaux. Ce sera à dire qu'on a fait 57 ans de parcours et qu'on n'est pas suffisamment mature pour régler les problèmes dans la maison. Non, je pense que il y a des acteurs crédibles au Cameroun. Il suffit juste de les reconnaître.
Je dis bien de les reconnaître, pas de les chercher. Ils sont connus. Il faut les reconnaître et leur donner la parole. Pour une fois, qu'on comprenne que ceux qui aujourd'hui postulent comme médiateurs ou comme acteurs de la médiation sont en fait une partie du problème et qu'il faudrait donc penser à avoir des gens neutres. Vous savez, moi je pense que on devrait profiter peut-être, on a des églises un peu partout au Cameroun pour arriver, excusez-moi d'avoir un peu cette extrapolation, pour faire un grand exorcisme. Parce que le problème camerounais, c'est d'abord de faire ressortir tous les esprits mauvais. Par esprit mauvais, je veux entendre ici tous les mots qui minent cette société. Il faut les trouver. À partir de là, une fois qu'on trouvera les mots, les acteurs se disqualifieront les uns après les autres. Parce que certains, froidement, reconnaîtront qu'ils sont les causes de tel ou de tel ou de tel autre mot. Et, bien entendu, restera donc cette masse d'acteurs neutres, pourtant légitimes, qui peuvent porter le débat. Parce qu'à un moment donné, pour des intérêts, ou bien pour le souci de capter et de garder le pouvoir, on a inféodé un certain nombre de gens, on a abruti la jeunesse, on a abreuvé les gens, et puis on a empêché les gens de réfléchir. Mais il est resté ce résidu de gens-là qui portent dans leur cœur fidèlement l'amour de ce pays. Il faut leur donner la parole et peuvent conduire la médiation. Nous connaissons notre histoire, nous connaissons nos problèmes. Qu'en savent les gens de l'Union africaine, qu'en savent les gens du Bureau Afrique, ne peuvent pas être aujourd'hui les mieux à même de porter, d'être les médiateurs. Mais ceux qui ont proposé cela se basaient sur le fait qu'il y avait comme une forme de blocage en interne. Vous savez par exemple qu'il y a eu à un moment donné une escalade verbale en rapport justement avec la gestion de cette crise-là. On a entendu des termes génocide, on a entendu des termes charniers, on a entendu des choses assez extraordinaires. Et ce qui a amené certains justement à exiger qu'il y ait une enquête qui permet de faire la lumière sur toutes ces exactions-là et qui pourrait peut-être un début d'exorcisme ou d'exorcisme. C'est pour ça que je parle justement de la grande nuit d'exorcisme. On voit les soirs sur les pancartes chaque jour. Il faut donc qu'on arrive à cette grande nuit d'exorcisme où on va donc être capable de dire un tel a causé ceci. Vous savez, beaucoup de gens se sont empressés d'utiliser des termes parce que ces termes leur profitaient dans telle ou dans telle autre position. Maintenant, vous voulez ramener donc sur la table des gens qui hier encore, c'est-à-dire hier, ce n'est pas une image, se regardaient en chien de faïence, s'accusaient de tous les maux. Vous voulez les faire asseoir pour qu'ils discutent de quoi? Je vous dis, le problème aujourd'hui, c'est le problème des acteurs. Les acteurs sont quasiment tous discrédités. Ils se sont tous discrédités. Mais je vous dis encore, vous avez dans ce pays, on a sur cette table, vous avez des enseignants en retraite qui ont donné leur vie pour former une jeunesse. Pourquoi pensez-vous qu'ils ne sont pas les acteurs crédibles de ce processus? Vous ne pouvez pas. Le processus de dialogue est bloqué. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les mêmes qui ont causé la maladie qu'on appelle pour soigner. Mais ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne savent que causer les maux. Vous savez souvent ce qu'on dit des marabouts, ils vous disent « je sais seulement lancer, mais je ne sais pas guérir ». Il faut donc chercher celui qui peut guérir. Et celui qui peut guérir, ce sont tous ces gens neutres, tous ces gens qui ont sacrifié leur vie à construire ce Cameroun et qui ont à cœur l'amour du Cameroun et non une quelconque prétention à capter une zone de pouvoir ou une ère de monopole pour ensuite en faire des positions rentières. On va se séparer. Professeur Albert Dikoumé, peut-être un mot pour sortir finalement. Oui, moi j'invite, comme je l'ai dit au début, à un traitement moins émotionnel, moins hystérique de cette crise. Parce que nous cédons trop facilement à la tentative de crier au feu, même quand il n'y a pas le feu. Vous connaissez
l'histoire de cet homme qui sortait tout le temps, criait au feu, j'ai le feu chez moi. Et il n'y avait pas le feu. Jusqu'au jour où il y a eu le feu chez lui, personne ne l'a pris au sérieux, personne n'est sorti pour alors lui qu'il était éteindre vraiment l'incendie. sinistré. Alors, ce sont de provoquer des incendies qui n'existent pas. Professeur Keyefolop, on va vous remercier d'être venu sur le plateau de Centre Sol Débat. On va sortir de l'émission. Oui, pour dire que de toute façon, le souhait de tous les Camerounais, en commençant par vous, les médias, c'est qu'on arrive finalement à sortir la tête haute de cette crise qui se pose dans la partie, si vous voulez, ce qu'on appelle la partie anglaise, je ne dirais pas anglophone de notre pays, cette crise qui se pose et qui couvre aussi, sous d'autres formes, dans les autres régions du pays. Qu'on puisse finalement en sortir à travers un dialogue. Bien sûr, comme il faut toujours que quelqu'un prenne l'initiative, que le pouvoir en place, qui est là, puisse prendre l'initiative, si vous voulez, d'organiser ce dialogue-là, bien entendu, en confiant les rôles premiers à ceux dont on a dit qu'ils ont une certaine neutralité. On a même dit, peut-être la presse aussi pourrait être associée profondément à cela. Encore qu'on peut toujours dire qu'il y a une partie de la presse qui est là aussi acquise, si vous voulez. On ne peut pas dire qu'elle est aux ordres, mais c'est pratiquement le cas. Mais que aussi la presse, les médias qui constituent dans les pays modernes un pouvoir puissent, si vous voulez, être associés et que finalement la solution, qu'on la cherche à l'intérieur de notre pays, parce qu'il est clair que dans notre pays, il y a encore des gens qui aiment ce pays, il y a des patriarches qui ont beaucoup donné, qui sont dans l'anonymat, qui ne font pas partie de ce qu'on appelle les têtes couronnées, mais qui ont des choses à donner. Très bien. Professeur Keyefolop, infiniment merci d'être venu sur le plateau et bon retour à Yaoundé. Merci beaucoup. Merci, professeur Albert Dugoumé, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci, docteur Frédéric Foka, d'avoir fait le déplacement pour participer à cette émission et bon retour à Yaoundé. Merci. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.